Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci de nous retrouver au contrepoint de la santé sur un thème qui n'en finit pas de nous bousculer. Que dit le Covid de notre société? Quelles sont les questions essentielles sur la situation globale que nos sociétés et communautés traversent? Et par là même, quelles conséquences pour notre vie en société et notre santé? L'État et le quoi qu'il en coûte en sortira-t-il grandi ou abîmé? Les Français comprennent-ils mieux le rôle et les missions de l'État en matière de santé et de prévention en particulier? La solidarité ou l'individualisme, qui a gagné? On verra dans le sondage BVA qu'Odile Peixoto nous présentera tout à l'heure que ce n'est pas si simple. Le débat scientifique a-t-il malgré tout plus de cohérence aujourd'hui, après les extravagances pendant 2 ans? Les agences régionales de santé, bras armés de l'État et les collectivités territoriales vont-elles renforcer ces nouvelles collaborations qu'elles ont développées pendant la crise? Le couple déconcentration-décentralisation est-il en marche? La Sécu et l'assurance maladie ont-elles redynamisé leur image aux yeux de la population? L'acceptation sociétale du Covid sera-t-elle finalement celle de la grippe et sa mortalité qui n'est pas négligeable? La perception aiguë de la fragilité impressionnante du système de santé va-t-elle permettre une profonde et salutaire refondation? Ce sont tous ces sujets dont nous débattrons avec nos invités, sans oublier de s'interroger sur cette 7e vague actuelle et les mesures d'urgence à prendre en début d'été. Et aussi, on s'interrogera sur la vague de l'automne qu'on nous annonce, et enfin aussi sur la vaccination et la résistance du système de santé. Pour en débattre, merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Jean-François Delfraissy, qui est un habitué des contrepoints de la santé, qui est venu plusieurs fois, qui est donc le président du conseil scientifique Covid-19 et président du comité consultatif national éthique. Gérard Raymond, patient, et surtout président de France Assos Santé, et Gaëtan Casanova, un encore jeune médecin qui est président de l'ISNI, l'Intersyndicale nationale des internes. Ce débat est enregistré ce mercredi 29 juin dans la matinée au Café de Flore à Paris. Merci à nos partenaires BVA, Groupe Pasteur Mutualité, Medtronic, Point Vision et Care. Pascal, première question. Merci, bonjour à toutes et à tous. Oui, que l'on s'en inquiète ou qu'on le déplore, effectivement, notre rencontre, mais c'est l'actualité, vient évidemment à point. On pourrait peut-être déjà commencer comme cela. Philippe le rappelle, 7e vague de ce Covid, d'autres risques épidémiques émergents. Nous sommes donc heureux d'en dialoguer sur le fond avec chacun d'entre vous. Avec vous en particulier, Jean-François Delfraissy. Je dois dire que nous savons que vous revenez des États-Unis. Oui, c'est le cas, oui. Tout à fait, oui. Et vous avez fait le point aux États-Unis, vous avez regardé peut-être ce qui se passe, vous avez rencontré des personnalités américaines sur ces sujets-là, et notamment, vous avez sans doute perçu les évolutions, les prises en charge, mais aussi le comportement de la société américaine par rapport à la nôtre. Oui, j'étais durant une semaine à la fois pour des raisons familiales et voilà, j'en ai profité pour faire un peu un tour des popotes, présenter un peu ce qu'avait été la réponse française avec ses bons côtés, ses côtés plus nuancés, aux grandes universités américaines à New York et à Washington, rencontrer le patron du NIH, Tony Fauci, que je connais depuis longtemps, vous le savez, et faire un peu le point de ce contraste de ce pays d'où sort l'innovation. Et chaque fois qu'on revient des US, on est frappé par ce caractère-là. Les vaccins viennent des États-Unis, même s'ils ont été pompés un peu sur des start-up qui venaient d'Europe, mais ils ont été fondamentalement venant des États-Unis. Le seul traitement antiviral qui est à notre disposition de Paxlovid vient des US aussi. Et dans le même temps, si on regarde sur le critère... bon, je ne suis pas là pour juger les réponses des pays, y compris de la France. Je suis un acteur, donc c'est difficile de se juger soi-même. Mais si on regarde sur le marqueur, qui est le marqueur finalement de quelle diminution de la durée de vie dans les pays liés au Covid.
Et on est frappé par le fait que la France est à moins 0,4, à peu près au même niveau que l'Allemagne, que l'Italie et l'Espagne sont à moins 0,9, et que l'Angleterre est à moins 1,3, donc de perte de durée de vie, de la survie, sur les 2 ans qui viennent, en population générale, et que les États-Unis sont à moins 2,1. C'est-à-dire que ce pays, qui est le pays de l'innovation, est le pays qui, en termes d'apport de la santé aux populations, aux citoyens, est celui qui fait très mal. Alors, il y a eu bien sûr l'épisode Trump, mais pas que, parce que lorsqu'on analyse ce qui se passe, et beaucoup de discussions avec les collègues américains là-dessus, évidemment, les Blancs sont à peu près au niveau européen, les Noirs sont à peu près au niveau également de la population blanche, et c'est la population la plus précaire en ce moment aux États-Unis, qui est la population hispanique, et en particulier non seulement mexicaine, mais arrivant d'Amérique du Sud, qui a été le plus touché et qui a une perte. Pourquoi ? Parce que c'est un non-accès aux soins. Et qu'en disent les médecins américains Les médecins américains étaient par ailleurs, les universitaires américains, je n'ai pas rencontré le médecin lambda américain, soyons clairs, mais ils étaient aussi dans autre chose, dans ce qui nous interpelle également en France, c'est cette décision de la Cour suprême au niveau de l'avortement, de l'accès à l'avortement, qui ne sera plus donc une notion de l'État américain, mais qui sera laissée au jugement de chacun des États fédéraux américains, et donc avec toutes les questions évidemment qui se posent, et qui reviennent, et on revient toujours ça dans les grandes crises, dans les grands trucs de société, à finalement les populations les plus précaires sont toujours les plus touchées par les grandes crises, et c'est les citoyens qui ont peu accès aux soins, les usagers de santé, on va être d'accord là-dessus, qui ont peu accès aux soins, qui sont toujours les plus touchés. Donc c'est une grande leçon de tout ça. C'est ce qu'il faut retenir. Enfin, moi, c'est ce que dit le Covid de notre société, c'est ça, c'est que les inégalités de santé, de nouveau, ont été très importantes. Alors, si on regarde ce qui se passe en France, c'est plus nuancé. C'est plus nuancé. Mais je pense que d'autres pourront aussi répondre à cette question. Ils auront peut-être des visions différentes. Si on regarde, par exemple, en termes de mortalité, morbidité, en particulier lors de la première vague qui a été la plus sévère, oui, parce que les conditions sociétales font qu'il était plus difficile de rester confiné dans une pièce dans la banlieue nord de Marseille que dans un 5 pièces dans le 7e arrondissement à Paris. Donc on revient bien à ces notions-là. À l'inverse, il y a eu quand même un très gros effort de fait de la part de l'ensemble de notre société, de vous tous, mais très gros effort de fait, pour aller vers les populations les plus fragiles, et en particulier dans 9-3, disons-le, et avec, quand on regarde sur l'accès à la vaccination, qui est l'accès à l'innovation, finalement, eh bien, la disparité entre populations les plus précaires et la population générale, elle est relativement faible en France. C'est-à-dire qu'on a un système qui nous coûte cher, mais sur lequel on n'insiste pas assez. Enfin, c'est comme les chiffres de 0,4. Moi, on le trouve déjà pas. Le Monde qui a suivi cette crise de façon extraordinaire, n'a pas mis un mot là-dessus. C'est-à-dire que la France se situe quand même. Il faut de temps en temps arrêter de se tirer une balle dans le pied et dire que le modèle français, on peut tirer dessus toujours, mais à force de tirer dessus, il a répondu. Et les soignants étaient au rendez-vous, mais pas que les soignants. Le système de soins était au rendez-vous. Gérard Raymond, quel est le point de vue c'est difficile, le point de vue des patients, mais qu'est-ce qu'il faut retenir quand même, sociétalement parlant, de cette crise 2 ans après, plus de 2 ans après? Des usagers de la santé, même si le mot n'est pas très beau, mais il englobe quand même l'ensemble, effectivement, des personnes qui, à un moment donné, doivent avoir accès au système de santé. Donc c'est plus large qu'effectivement les patients. Oui, notre constat est partagé. D'abord, on a bien vu qu'on avait eu un déni de démocratie en santé au moment du premier confinement. Cette démocratie en santé qui se mettait péniblement en place a été totalement balayée. Et on n'a rien demandé effectivement aux citoyens et aux patients et aux usagers de la santé, et encore moins aux structures représentatives de ces usagers de la santé, que ce soit les CDU dans les établissements, CRSA et compagnie, y compris la structure que je représente. Donc il y a eu un déni. On a subi une décision extrêmement importante. Ensuite, effectivement,
il y a eu un ressaisissement, il y a eu une réflexion au milieu du milieu associatif. Et comme le dit le professeur Delfrécy, se sont développées des actions de solidarité d'aller vers les communautés des uns et des autres, particulièrement effectivement vers les plus défavorisés, pour essayer d'atténuer cette peur qui était la nôtre à ce moment-là, et essayer de prendre en charge, de bien veiller, d'être bienveillant auprès de l'ensemble de ces communautés-là. Est-ce que c'est perçu, ça, par les usagers de santé, qu'il y a eu cette progression, ce progrès en quelque Mais sorte? aujourd'hui, c'est perçu. Il y a, je pense que le sondage nous le montrera, on voit bien qu'il y a eu quand même une rupture de confiance aujourd'hui de la part des usagers de la santé et des citoyens sur le pouvoir sanitaire, l'organisation sanitaire. On a gardé notre confiance aux individus. J'ai confiance en mon médecin, j'ai confiance en mon pharmacien, mais j'ai plus confiance au système. Et ça, on le sent bien aujourd'hui. Et l'actualité de maintenant le montre bien qu'effectivement, cette crise à l'hôpital, cette grande méfiance et crainte et peur que nous pouvons avoir aujourd'hui sur la prise en charge, allons-nous être bien soignés, etc., et montre bien qu'on a une véritable crainte, certainement aussi entretenue par quelques médias qui trouvent leur pain et leur beurre. Mais donc, effectivement, cette peur aujourd'hui qui ressort date de cette fracture que nous avons eue au début de l'année 2020. Donc, sociétalement parlant, on a moins confiance dans le système de santé. Tout à fait. Et donc, c'est l'occasion peut-être de tout changer. Mais enfin, on va pas en débattre aujourd'hui. Écoutez, peut-être que mais la situation pour vous est sérieuse. Philippe, non, mais la situation est très sérieuse. il faut simplement rappeler à ce moment de notre débat que nous fêtons l'anniversaire de la loi Kouchner. La loi des Oui, patients. les 20 ans de la loi Kouchner, effectivement. On en reparlera ensemble. Alors, il y a aussi la convergence de certains événements. Les 20 ans de la loi Kouchner, qui doivent aujourd'hui, on doit faire un bilan de cette loi, on l'a fait, et se projeter sur un nouvel élan de la démocratie en santé, une plus grande participation, et je vais même plus loin que les usagers de la santé, moi je réclame une participation plus citoyenne, effectivement, de l'organisation des soins sur des territoires, et peut-être qu'on y viendra, avec une véritable participation de l'ensemble des citoyens, de l'ensemble des élus, de l'ensemble des professionnels de santé, à définir des solutions. Les jeunes Mais médecins... retrouver la confiance. Oui. On a une perte aujourd'hui de confiance dans le système, dans tout ce qui peut nous être aussi annoncé. Et donc, comment retrouver la confiance? Alors, avec ces deux inconvénients que nous pouvons constater, c'est la perte de confiance, c'est aussi l'individualisation de notre propre comportement. Nous dialoguerons sur le fait que jamais, quand même, les questions de santé, à l'occasion de cette crise, n'ont été sur la place publique, comme aujourd'hui. Ah non, c'est tout. Oui, non, mais enfin, il a fallu une crise pour qu'on se rende compte qu'effectivement, notre système de santé, ma santé, c'était important. Oui, et je trouve que... C'est peut-être normal et assez Mais normal. on s'en était jamais vraiment bien préoccupé. Il était temps. Il était temps, oui. Gaëtan Casanova, alors, vous, c'est votre première crise, jeune médecin, vous êtes à l'hôpital ou ailleurs. Comment vous avez vécu ça et quelles conclusions, sociétalement parlant, qu'est-ce que ça va changer pour l'avenir? Alors, il y a essentiellement, je dirais, 3 conclusions que j'ai pu avoir. La première, je crois, c'est étroitement lié à la question de la confiance. C'est la faiblesse du politique dans sa réponse. Et quand je dis la faiblesse du politique, ce n'est pas les mesures que je suis en train de critiquer, c'est la question de la cohérence du discours. Il y a des choses qui, je crois, ont laissé une marque indélébile dans l'esprit des Français. Le premier, c'était quand on a vécu cette espèce de moment de battement où on disait « tout ça est très dangereux ». Mais vous pouvez quand même aller au restaurant. Par contre, mettez le masque avant l'entrée, puis vous pouvez l'enlever pour l'entrée, remettez-le entre l'entrée et le plat. Et ça, c'était un élément, je crois, d'incohérence assez forte. De même... Vous ne forcez pas un peu le trait, là? Ah non, c'était le cas. Ça n'a pas duré longtemps, mais je me souviens très bien, à tel point que je me souviens, on s'échangeait des articles de presse en disant est-ce que c'est pas une fausse nouvelle qui a été annoncée? Ça a duré très peu de temps, mais ça a quand même pu passer. De la même façon, je crois qu'il y a un élément qui a beaucoup marqué les Français, c'était l'incohérence qu'on a pu avoir en disant tout ça est très dangereux, mais si vous voulez danser collé serré dans le RERB le matin pour aller travailler, c'est acceptable. Alors,
Donc c'est cette difficulté de compréhension de ce qui se passait. Enfin, c'était dans tous les pays. Mais c'est parce que c'est un fossé entre le gouvernement et les Français. c'est pas un problème de compréhension, c'est bien ça. C'est-à-dire que en disant ça, je suis pas en train de juger les mesures. Ce qui est très important, je crois, quand bien même on ne connaît pas exactement les conséquences des mesures qu'on peut mettre en place, c'est d'avoir une cohérence entre le message délivré et les mesures données. Et souvent, on a eu, de façon plus ou moins importante, mais en tout cas, mismatch entre l'un et l'autre. C'est pas une question scientifique, c'est une question politique. Et deuxième point, parce que vous aviez 3 points. Oui. Deuxième point rapidement. Le deuxième point, évidemment, c'est la solidité du système de santé. Au début, on parlait de fragilité. En réalité, moi, je pense que le système de santé français, il a prouvé, il est solide. Alors, il est très gravement blessé. Ce qui est certain, c'est qu'il a eu une capacité à s'adapter à la situation qui est absolument hallucinante, que personne n'imaginait. Donc, pour moi, il est extrêmement solide, il est fort, mais il est terriblement blessé. Donc ça veut dire qu'il faut s'en saisir de la problématique immédiatement, parce que la catastrophe, là on la voit plus que jamais, mais en tout cas, moi je considère que ce système de santé, au contraire, il est vraiment solide. Et enfin le dernier point, et plus social et sociétal, c'est je crois qu'il y a une fracture, enfin c'est pas je crois, il y a une fracture très importante au plan sociétal entre deux France, en gros, de façon très caricaturale. Une France citadine bourgeoise qui fait du télétravail et une France qui se retrouve dans les magasins, à l'usine, etc. En tout cas, qui ne peut pas, par exemple, comme ça s'est vu souvent, alors ça c'est très parisien, mais de partir dans sa campagne pour pouvoir mieux vivre le confinement. Beaucoup n'ont pas pu le vivre. Et ces inégalités-là, elles se sont révélées de plein de manières différentes, sont révélées sur le plan évidemment de la question de logement, elle s'est révélée au niveau professionnel, elle s'est révélée aussi dans les résultats et la difficulté au niveau scolaire. Oui, donc il y a une vraie fracture là. Dont les soignants, Évidemment. Il y a deux France qu'on parlerons retrouve dans les d'ailleurs. urnes. On va évidemment parler de. Juste, on va passer la parole assez soignants. rapidement à Adil Peixoto parce que le sondage BVA est très intéressant. Juste peut-être un petit tour de table rapide sur le rôle de l'État. On a vu que l'État a eu un rôle très important pendant la crise, avec ses difficultés et vraisemblablement ses incohérences. Mais est-ce que vous pensez qu'il en sort renforcé, il en sort abîmé ? Est-ce qu'on a une autre vision de l'État, qui n'est pas forcément le pouvoir politique ? Gérard, rapidement sur le rôle de l'État, où en France, on sait que l'État-providence, l'État, c'est quelque chose d'important. Et on est très curieux, enfin je complète simplement l'intervention de Philippe, on est très curieux par votre analyse les uns des autres de la place de notre État central, comme le disait d'ailleurs le professeur Delfrécy, qui revient des États-Unis avec les comportements des pays fédéraux. Ouais. Hein. Faisons un peu de politique ce matin. Oui, C'est de la politique. On fait que de la politique. c'est le paradoxe. Je pense que l'État a pris les bonnes décisions. Nous sommes le seul pays au monde qui avons permis à chacun d'entre nous de pouvoir nous arrêter de travailler en téléchargeant un arrêt de travail et d'être payé. On a pris des décisions pour protéger l'ensemble de nos concitoyens les plus fragiles, etc. etc. Bon, peut-être que nous avons, nous aussi, pris notre part. L'État a fait le boulot. Alors, peut-être qu'on pourra revenir sur sa communication qui, effectivement, peut-être est à redire. Mais c'est mal perçu. C'est ça le paradoxe. C'est qu'effectivement, et le professeur Delfrécy le montre bien, notre système, toutes les mesures qui ont été prises nous permettent d'être quand même dans les pays ceux qui ont le mieux protégé la population. Et donc on sort relativement peu affaibli de cette crise-là, sanitairement, hein, on verra bien. Mais les gens ne le reconnaissent pas aujourd'hui. Alors pourquoi et c'est comment ? Un paradoxe. Parce que quel enseignement on peut en tirer ? Je pense que la communication a été très mal faite. Ce que dit le docteur est important. Et que effectivement, aujourd'hui, on est même dans cette ère de communication et d'information extrêmement rapide. Et je crois que sur le côté scientifique, sur des prises de décision aussi importantes que ça, il aurait fallu peut-être prendre un temps de réflexion et peut-être aussi, alors là, faire intervenir ou tout au moins partager
avec l'ensemble de la société civile Pourtant, et le des président du acteurs. conseil scientifique, on ne peut pas dire qu'il n'a pas été présent. Alors, le président du conseil scientifique a été présent, mais lui, il portait une voix et après, Est-ce qu'il avait le temps de les réfléchir politiques derrière. Alors, Il nous dira s'il avait le temps Mais- de réfléchir. Justement, Jean-François Delfrécy, vous étiez au cœur de l'État, quelque part. Indépendant, mais au cœur de l'État. Alors, quel est votre sentiment sur le rôle de l'État, sur les failles et les enseignements qu'on peut en tirer sur l'avenir? Décentralisation. moi, je Déconcentration. Je me situe, et je continue à me situer comme un médecin, comme un spécialiste des maladies émergentes et comme ayant une vision très, très ouverte sur la société. Enfin, vous le savez, parce que je suis un bébé sida et donc cet aspect de démocratie en santé, voilà, si j'ai un regret, c'est comment ne pas l'avoir mieux porté, je dirais, durant cette crise. Par contre, je ne vous répondrai pas sur l'aspect de l'État. Je ne suis pas un politique. Hein. On était là, le Conseil scientifique, pour éclairer dans un climat d'incertitude. Je vous rappelle que c'est facile de faire l'histoire, de refaire l'histoire. Hein. Arrêtons de penser uniquement à mars et avril 2020. On est en juin 2022. Qui aurait pensé, moi le premier d'ailleurs, qu'on serait encore avec le variant Omicron BA5 là maintenant? On pensait qu'on allait vers une crise de 1 an peut-être, mais pas à 2 ans et demi. Elle n'est pas finie, vous le savez. Oui, vous nous donnerez un petit point épidémiologique avant de Alors, partir. Voilà, je vais pour conclure quittons l'aspect français, sortons de nos pantoufles et ayons une vision internationale. Il y a finalement 3 grands types de réponses qui ont eu lieu. Il y a celle des démocraties européennes, où la démocratie, à certains moments, a été touchée avec un certain nombre de restrictions des libertés individuelles, mais pour mieux aller vers une vision de liberté collective. Hein, il faut pas se tromper. Et qui sortent finalement, sur les aspects à la fois sanitaires, mais pas que sanitaires, à un niveau relativement, je dirais, avec plein de critiques qui peuvent être faites, et je les admets volontiers, mais qui se sortent en juin 2022, et l'histoire n'est pas terminée, dans d'assez bonnes conditions. Puis il y en a 2 autres extrêmes, qui sont les US dont j'arrive, et dont je vous disais que c'est le pays de l'innovation. Donc on a besoin des US. Quand on revient des US, à chaque fois on est remonté comme une pendule, en disant comment à la fois ce peuple, cette organisation, pousse-t-elle à l'innovation. Et qui pourtant arrive parce qu'il y a une grande disparité dans l'accès aux soins. Sur les aspects de santé, c'est eux qui dépensent le plus. Et c'est là où, si on regarde sur le marqueur qui est le principal, qui est la durée de vie, la durée de survie, on est avec un pays qui est très nettement inférieur, à la fois au moment de la crise, mais en dehors de la crise, à ce qui se passe en Europe. Puis on a le 3e aspect, c'est une série de grands pays non démocratiques, et où on nous laisse entendre en ce moment que ça aurait pu être un élément de réponse, et que les démocraties étaient des êtres fragiles, et qu'elles n'étaient pas capables de répondre dans de bonnes conditions, et qu'il fallait finalement autre chose que la démocratie. Et c'est le cas par exemple de la Chine, c'est le cas de l'URSS, c'est-à-dire c'est zéro Covid. Et c'est un échec total, mais total, il faut le dire. Enfin, il faut arrêter de laisser raconter tout et n'importe quoi. Comme en Russie, C'est un échec total en ouais. termes de mortalité, de morbidité, d'accès aux droits humains. Enfin, il faut arrêter. Hein, il faut quand même, à un moment donné, redevenir raisonnable. Et les Français l'ont compris, d'ailleurs. J'ai aucun état d'âme là-dessus. C'est les médias qui poussent à ça. Bon, donc moi, je m'oppose formellement à ça pour dire que zéro Covid n'était pas la solution, que d'emblée penser, il y a 18 mois, de dire on va vivre avec, ce qui va être le cas, on va vivre avec les variants, était, je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais c'était une solution, en tout cas, qui était réaliste dans nos pays européens, dans ce compromis entre démocratie et enjeux sanitaires. Et voilà, et après, tout n'a pas été parfait, je vous l'accorde très volontiers. Mais sur le fond, les grandes directions, ne nous trompons pas quand même. Il faut arrêter à un moment donné. Ne nous trompons pas, nous ne sommes pas trompés, plutôt. Et vous le dites avec vigueur, ça vous tient à cœur, parce que vous êtes un peu oui, parce que si vous voulez, dans cette crise, je pense il y a eu cette période très très particulière, et je suis d'accord avec Gérard, sur mars-avril 2020. Bon, une forme de sidération très très particulière, qui n'a pas eu lieu qu'en France, qui est partagée globale. Puis après, on a repris tous nos rôles et nos droits et nos envies et nos... Voilà. Et nous sommes à 2 ans et demi, et on va encore avoir à gérer. Donc, disons-nous que finalement, et je quitte la France, je parle, vous l'avez vu, des démocraties en Europe, je quitte la France,
en tout cas l'Europe de l'Ouest, pour une partie d'entre elles, eh bien finalement, actuellement, le vivre avec s'avère finalement la solution qui a été la plus payante. Un point qui n'est pas un point de détail, Jean-François Delfrécy, c'est quand même quelle est la part de la malbouffe, disons, aux États-Unis, de ces obésités, pas uniquement liées à des problèmes d'égalité. C'est quand même également un problème d'état de santé de la population. Tout le monde va aux États-Unis, on est quand même extrêmement frappé par souvent les mauvais comportements, notamment nutritionnels. Enfin. Mais c'est bien la santé, Oui. la santé Oui. au sens de la définition de l'OMS, Probablement. de la santé globale. Et où pas uniquement la pauvreté, d'ailleurs. Qu'on soit clair, hein, les aspects médicaux, hein, je pense que les gens de santé publique le disent suffisamment et ils ont raison, les aspects médicaux et techniques tels qu'on les perçoit dans un premier temps ne représentent que 35% à peu près de la vraie prise en charge de la santé. Oui, le reste, c'est autre chose. Voilà, absolument. On peut être riche et quand même mal bouffé. C'est la santé, Ouais. c'est la malbouffe, c'est l'absence d'exercice. Il y a plus de etc. pauvres qui Voilà. ont la malbouffe. Oui, ça, c'est pas sûr. Je vous propose d'écouter Odile Peixoto tout de suite parce que le sondage est en effet très, très, très intéressant. Et puis on redébattra sur tous les thèmes qu'on voulait développer. Bonjour à tous. Donc, effectivement, un sondage sur Covid et société. Je fais un petit préalable quand même. Alors, on revient en France, là, pour le coup. Mais on a une activité médiatique aujourd'hui et une société qui est un petit peu aussi anxieuse par rapport à d'autres sujets. La guerre, l'inflation. Enfin, voilà, il y a un cortège de mauvaises nouvelles qui explique voilà, il faut pas. Donc là, effectivement, les questions étaient centrées sur le Covid, la société, cette prise en charge par le gouvernement, mais il y a tout un aéropage, un fond assez sombre en fait d'anxiété de la population, comme rarement on a eu. Tout d'abord, quel est le statut vaccinal de la population française? Alors, on a 12% de Français qui n'ont jamais été vaccinés, qui ne sont pas vaccinés. 1% qui a commencé, mais qui est plutôt à une dose actuellement. Donc, voilà. 13% qui ont eu les doses initialement prévues, mais pas de dose de rappel. 44% qui ont eu une dose de rappel, troisième dose le plus souvent. Et 30% qui ont eu 2 doses de rappel, donc quatrième dose le plus souvent. Donc, on a globalement une population française bien couverte par le système vaccinal. L'action du gouvernement. Alors, on a ce mois-ci le record de la cote de confiance la plus basse du gouvernement, cote de confiance en matière de santé. On est à 27% d'opinion favorable. Donc là, c'est un record absolu vers le bas. Et paradoxalement quand même, on voit qu'on a un Français sur 2, 49%, hein, qui dit que le gouvernement a globalement bien géré la crise. Donc il y a un clivage moitié-moitié. Et vous allez voir que cette moitié, cette France fracturée, on l'a sur beaucoup, beaucoup d'indicateurs. Et c'est peut-être un vrai sujet de voir qu'est-ce qui peut faire sens pour refaire du ciment social, refaire du vivre ensemble. C'est un mot un peu galvaudé, mais là, on est vraiment dans un clivage très fort. Donc, premier clivage, bon, une partie des Français qui estiment que le gouvernement n'a pas trop mal fait ce qu'il y avait à faire. Sur les opinions, d'abord sur la maladie. Alors, on a un seul élément de consensus, à 83%, des Français qui disent qu'il est urgent de prévenir ces nouvelles épidémies qui viennent des animaux. Et on leur citait arrêt des élevages intensifs, préservation de la biodiversité, etc. Donc des éléments un peu macro liés au concept de One Health qui arrivent quand même dans l'opinion et qui font l'objet d'un consensus. Donc ça, c'est un élément de consensus. Ensuite, vous avez 77% qui disent que ces mesures d'impact, ces mesures qui ont été prises de confinement, notamment sur les jeunes, ont été beaucoup trop lourdes, surtout pour les jeunes. Et on donnait comme exemple déficit scolaire, isolement, santé psychique. Donc vous avez quand même 77% des Français qui sont d'accord sur le fait qu'on a quand même un peu trop fait mal à nos jeunes. 69% qui pensent que la Covid, c'est un peu comme une grippe, ça va revenir chaque année, c'est une maladie saisonnière. Donc une espèce de banalisation et effectivement l'idée qu'il faut apprendre à vivre avec un certain nombre de mesures. Et par contre, deuxième élément de clivage fort,
53% des Français qui disent sacrifier la liberté de tous, de se déplacer, d'exercer, de travailler pour préserver la santé de quelques-uns n'est pas la bonne solution. Donc l'idée d'opposer, alors ça c'est un grand débat de la philosophe Barbara Stiegler, qui a écrit un bouquin là-dessus, etc. Mais opposer santé et liberté n'est sans doute pas une piste sur laquelle, hormis des cas extrêmement particuliers, n'est pas une piste à suivre. Sur la vaccination elle-même, alors on a quand même 77% des Français qui disent la vaccination n'a pas empêché la transmission du virus. Donc, une vaccination qui est certes protectrice des formes graves. 74% disent oui, ça a évité beaucoup de formes graves. Donc, elle est quand même positive. Et 63% qui disent aussi la vaccination a permis quand même de sortir de la crise sanitaire. Donc, globalement, plutôt une acceptation positive de la vaccination. Par contre, il y a un deuxième clivage assez important. On avait mis un item assez fort, ceci dit, pour nuancer un peu le propos. On leur demandait est-ce que les vaccins contre la Covid mis sur le marché sont absolument sans danger pour la population, donc une innocuité totale. Et on n'a que 48% des Français. Donc il y a quand même un petit doute. C'est pas mal parce que l'item était très fort. Mais il y a quand même des choses peut-être qui restent à expliquer. Il y a peut-être effectivement Moi, je dis toujours que cette crise des 2 ans, là, c'était une formidable opportunité d'accroître la culture scientifique des Français, parce que les Français étaient prêts c'était un sujet qui devenait vraiment important, et ça n'a pas été bien fait à ce niveau-là. Alors, quel est l'impact de ces 2 ans, finalement? On s'aperçoit qu'il y a... Alors, encore une fois, il n'y a pas que la Covid, il y a la guerre, l'inflation, etc. Mais on voit qu'on est dans une perception d'une société beaucoup plus individualiste, 69%, que solidaire, 31%. Donc, vous voyez, avec ces idées de fracture, comme on a vu sur pas mal de sujets, il y a quand même l'idée aussi que cette épidémie a sensibilisé la population à la prévention et à la santé publique. 62% des Français sont d'accord avec ça. Mais par contre, vous voyez, une société française plus ouverte au débat scientifique, il y a un clivage, 48%. Et c'est peut-être un regret. Il y avait une opportunité d'expliquer un peu ce que c'est que la culture scientifique, que ça avance, que ça progresse, que les résultats du jour ne sont pas ceux du lendemain, qu'on avance pas à pas, qu'on démontre que tout n'est pas simple. Voilà. Et les médias ont voulu des réponses très simples et simplistes. Alors, si on se projette dans à l'automne, on voit que effectivement, on a 59% de la population qui ont peur quand même qu'il y ait une nouvelle vague qui arrive d'ici l'automne. Alors on est déjà dans cette 7e vague, mais effectivement, et on voit que c'est notamment le cas des plus âgés. 73% des 65 ans et plus pensent qu'il va y avoir une nouvelle vague. Ils ont peur de ça, donc ça aussi, la peur est mauvaise conseillère. Et par contre, on a vu que globalement, la population française avait adhéré à la vaccination en majorité. On leur demande une nouvelle dose de vaccin est recommandée à l'automne. Vous ferez-vous vacciner? On n'a que 46% de oui. On a 30% de non et 24% de je ne sais pas. Donc on est aussi dans une période d'extrême indécision, questionnement par rapport à ce qui se passe. Et les dernières questions, on a essayé justement de faire de la démocratie à base de sondage, c'est-à-dire on leur dit, vous êtes au gouvernement, on a dit aux Français, vous êtes au gouvernement, une nouvelle vague de Covid arrive avec un nouveau variant particulièrement contagieux et donnant des formes graves. Est-ce que vous prenez les mesures suivantes? Alors, la vaccination pour toute la population, 62% des Français sont d'accord, donc une petite majorité, mais une majorité quand même. Ce que les gens préféreraient, bien sûr, mais ce n'est pas non plus si évident que ça, du point de vue démocratie, c'est la vaccination pour les populations les plus à risque seulement, à 76%. En ce qui concerne le confinement, là, par contre, le confinement strict pour toute la population, sauf pour les métiers indispensables, comme ça a été au début de 2020, il n'y a que 45% des Français qui seraient favorables, ou en tout cas qui s'ils étaient aux manettes, le mettraient en place.
Et là encore, c'est questionnable. 63% qui sont plutôt ouverts à un confinement pour les populations à risque. On voit quand même que là, c'est un élément de consensus. Il y a une demande d'accélération des programmes pour préserver la santé de la population, éviter le surpoids, se maintenir en forme, manger équilibré. Donc voilà, l'idée de prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Il y a une très belle phrase qui est « La santé, c'est un processus qui convoque autrui ». Et déjà qui se convoque à soi-même, de dire qu'est-ce que je peux faire moi à ma petite échelle pour prendre soin de moi. Je pense que ces questions-là, elles sont peut-être un peu triviales, mais je pense qu'elles sont absolument nécessaires. Et ça peut être une clé aussi pour rétablir du vivre ensemble un petit peu plus, de manière un petit peu plus forte. Et le retour du pass vaccinal est très clivant aussi. Donc là, on a quand même une histoire de fracturation. Il n'y a que 53% des Français qui y seraient favorables. Et puis, alors évidemment, toutes ces questions sont triées par ceux qui sont vaccinés versus ceux qui ne le sont pas. Et c'est évident que ceux qui n'étaient pas vaccinés en première vague sont hostiles à la vaccination en deuxième vague, enfin à partir de l'automne, etc. Merci. Voilà pour les résultats. Merci beaucoup, Odile. Commentaire? Oui, Commentaire simplement, pas de Pascal, mais de nos invités. une question, Odile. Les gens disent qu'ils ne sont pas vaccinés dans les sondages? Ils le reconnaissent facilement? Oui. Ben oui. C'est secret, c'est sur... Ben là, enfin, j'avoue, je n'ai pas les vrais chiffres, parce que je suppose que c'est des statistiques qui sont extrêmement suivies, mais je pense que le 12% de non-vaccinés, alors il y a toujours la marge d'erreur de 1 ou 2 points, mais je pense qu'on doit être à peu près... C'est une étude très riche, hein. Bravo. Oui. Réaction, messieurs. Jean-François Delfrécy ou Gaëtan Casanova? Non, sur la moi, fracture peut-être de la société? Non, je n'irai pas sur la fracture. Au contraire, je vais dire que les Français les citoyens français sont, comme toujours, beaucoup plus intelligents qu'on ne le pense. Ils l'ont été et ils l'ont montré durant cette crise, où ils ont accepté un certain nombre de contraintes fortes, très fortes durant la première phase, fortes également avec la vaccination, et ils ont compris que cette épidémie n'était pas terminée, mais qu'elle était évolutive, que ce qui était vrai il y a 1 an et demi n'était plus vrai maintenant avec l'arrivée des variants qui sont plus transmissibles, mais probablement moins sévères. Et donc ça me frappe à chaque fois qu'il y a une série de grands sondages sur finalement la position de la population. Chaque fois, bien sûr, quelques extrêmes qui existent, mais ils ont toujours existé. Je ne vais contre, moi, cette idée que la France est coupée en deux. Hein. La France est plus intelligente que la coupure en deux que veulent bien nous présenter l'ensemble des médias. Et je remercie, j'en profite là, pour remercier l'ensemble des Français d'avoir eu cette résilience et cette compréhension de l'évolution de ce qui est en train de se Et le passer. repli sur soi, est-ce que ce manque de solidarité qui apparaît, enfin, c'est déclaratif, mais est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un rétrécissement du vivre ensemble? Il existait avant la crise. Moi, je l'avais, lorsqu'on a mené les États généraux de la bioéthique en 2018, on avait déjà été frappé un peu par ça. Après, il faut aussi le relativiser. On a vu des choses magnifiques, transgénérationnelles qui se sont produites. Il y a une tendance générale de nos pays européens à aller vers une forme d'individualisme. Après, on a vu une fois de plus, dans cette discussion entre cette maladie qui est totalement injuste, hein, elle est totalement injuste, il faut le dire. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les médecins qui l'ont rendue injuste. C'est ce virus qui touche les personnes les plus âgées, les plus fragiles, les plus précaires, dans une certaine mesure. Et on a vu des choses magnifiques se produire en intergénérationnel. Donc là aussi, moi je positive, hein, je sors de cette crise. Voilà, c'est ce que j'allais dire, vous positivez, oui. Gaëtan Casanova, alors, positivez aussi ou pas? Il faut toujours l'être. Alors, je sais pas si je positive, mais en tout cas, j'ai un certain espoir. Ça, c'est une chose, en tout cas. Si vous voulez, je pense effectivement la France, elle est pas fracturée en deux, ce serait un peu caricatural. Je pense qu'elle est plus morcelée que ça, en fait, pas en deux, peut-être en plus encore. Et s'il était
un exemple, un élément pour pouvoir le montrer, c'est la composition atypique de l'Assemblée nationale, qui n'est pas tout à fait classique. Surtout maintenant qu'on a des mandats qui sont alignés entre le mandat présidentiel et le mandat législatif. Donc ça, c'est un élément qui est assez marquant. Je crois, et c'est là où je vais parler d'optimisme, ou en tout cas d'espoir, c'est que ça nous oblige à repenser dès le plus jeune âge et au niveau de l'école, tout simplement, et puis même dans les foyers, à repenser le rapport qu'on a avec les informations en général. On a beaucoup parlé des réseaux sociaux. En gros, si je vais caricaturer, on a pu assister à un phénomène où, qu'on décrivait déjà avant, où une parole qui va être envoyée sur des réseaux sociaux va avoir une crédibilité peu ou prou aussi importante qu'une qui pourrait passer à la télévision. Donc ça demande un effort supplémentaire par rapport à avant, c'est cette capacité à hiérarchiser. Cette capacité à hiérarchiser, ça s'apprend, c'est pas tout à fait intuitif, certains l'ont, mais en tout cas ça nous oblige dès le plus jeune âge, avoir cette réflexion par rapport à l'information. C'est à la fois une richesse infinie et à la fois un danger. Et je crois, et ça c'est le dernier élément, qu'on a beaucoup souffert, là je le dis avec sévérité, de l'attitude de certains politiques, maintenant, mon Dieu, heureusement, disparus, comme la députée, l'ex-députée Voneur, etc. Et là, c'est extrêmement dangereux parce qu'on avait, quoi qu'on en pense, on avait des propos de responsables politiques élus qui étaient de toute évidence tout à fait irresponsables et extrêmement dangereux. Et c'était tellement énorme qu'elle se discréditait elle-même. C'était incroyable. Gaëtan dit une chose importante, effectivement, Absolument. sur les politiques. Pour autant, on va vous interroger notamment tous les deux sur les comportements des médecins, de certains médecins qui se sont comportés de manière très étonnante. C'est notre patient préféré. Et moi non, sur le comportement des médecins, je n'ai pas le droit de parole. Si, bien entendu. Gérard, justement, alors, sur le sondage... On peut les citer. Alors, sur le sondage, il est très riche et il montre très bien, effectivement, aujourd'hui, cette réflexion que mène l'ensemble de notre société, de nos concitoyens. Je pense que nous ne savons, nous, progresser que par crise. Et cette crise-là doit nous permettre effectivement de progresser. On a pris quand même conscience, même si on en parlait depuis longtemps, mais une véritable conscience aujourd'hui générale, que notre santé est extrêmement tributaire de notre environnement, qu'on forme que. Et ça, c'est important. On voit bien qu'effectivement, aujourd'hui, l'environnement, donc la santé, non plus le soin, mais la santé est devenue quelque chose d'important, et surtout, ma santé. Plus global. Donc on voit bien dans la prise de décision individuelle, l'individualisme, c'est ma santé qui est devenue importante Je ne aujourd'hui. sais pas si vous n'êtes pas un peu idéaliste, parce qu'il y a eu aussi des ruptures, des addictions qui ont été renforcées, des dépressions importantes. Bien sûr, mais globalement, bien entendu. Mais les addictions renforcées, c'est peut-être ma façon de me soigner pour ma santé. Compliqué, ça. Oui, très compliqué. Mais bon, voilà, je prends peut-être quelques produits, mais c'est pour me sentir mieux. Voilà, c'est pour C'est améliorer peut-être la parce santé. que, oui, mais ce sera peut-être plus négatif demain. Mais bon, on peut toujours. Mais je trouve que aujourd'hui, le concept de ma santé est devenu extrêmement important. Donc, comment derrière cette volonté citoyenne et assez globale de dire je veux agir et qu'on agisse avec moi pour ma santé, on essaie de reconstruire effectivement quelque chose de collectif. Là, on voit bien la transformation effectivement de notre système de santé dans cette voie-là. Il y a aussi effectivement le débat scientifique. Alors forcément que nous aussi, nous avons besoin de ce débat scientifique, mais de grâce, il a eu lieu sur des chaînes de télévision alors qu'il aurait dû avoir lieu d'abord au cœur des sociétés savantes, au cœur des académies, avant d'effectivement de se faire. Vous ne pourrez pas l'empêcher. On ne pouvait pas l'empêcher, mais peut-être qu'on aurait pu le réguler. On sait pas. Pascal, il nous reste 10 minutes. C'est vrai, mais il faut qu'on parle du vivre avec. Je voulais dire de simplement ce qui va nous arriver. Bien sûr. Et je voulais dire à Gérard, on s'est un peu également surpris, on a été surpris de voir que peut-être dans ce débat-là, au tout début, que vous, patients, notamment France Asso Santé, n'interviennent pas plus vite dans le débat. Alors, moi, j'ai été un surpris reproche, par ça. Oui, un absolument. reproche. Ouais. Oui, Ouais, on un le reproche. sait. Non, on est intervenu après la stupeur, dès la première semaine de confinement. On est intervenu, mais on a été complètement inaudible. Le professeur Delfrécy avait pris la place, et c'était normal.
Et donc, on préférait écouter le professeur Delfrécy que. Vous regrettez que qu'il le ne patient. vous ait pas invité au conseil scientifique? Oui, on peut regretter, mais après, Bon. aujourd'hui, toujours, on peut refaire l'histoire. Est-ce qu'un membre de France Asso Santé au conseil scientifique aurait changé les décisions du conseil scientifique? Je n'en suis pas sûr. Nous avons agi différemment. On avait la présidente d'ADT Carmont. Oui, mais d'accord. Mais elle fait pas partie. Oui, Pascal, il nous Et je reste. crois mais nous avons agi différemment. Je crois que Nous avons agi différemment. Je trouve que peut-être on n'a pas été dans les médias parce que nous étions complètement inaudibles, mais nous avons agi. Dès la première semaine, nous avons créé des liens, et des liens continus, avec le ministre de la Santé, avec le directeur d'alors de la Caisse nationale d'assurance maladie, avec la DGOS, y compris de temps en temps avec vous, bien entendu. Et quand on a créé avec le professeur Fischer, quand cette Pour la commission a été vaccination. créée, non, on a su. Et je le dis et je le redis fortement, toutes les décisions qui ont été prises au niveau social, on en parlait tout à l'heure, sur la réserve de travail, sur la protection des personnes à risque et tout, ont été prises en accord avec nous, ou tout au moins sous nos mêmes Oui. propositions. Alors Pascal, Et moi, je il nous voulais leur reste- poser la- il- oui, c'est non, vrai, mais je voulais leur attends, poser Pascal, la- il nous reste 10 minutes. Il faut qu'on parle de l'avenir. Jean-François Delfrécy vous a dit vivre avec. Qu'est-ce que ça veut dire? Le vaccin est moins efficace sur la transmission qu'on pouvait l'espérer. Il y a moins de formes graves. Il risque d'avoir de nouveaux variants. Est-ce que la grippe est un modèle acceptable sociétalement parlant, avec ces 12 000 morts par an quand même? À partir de combien de morts on va pouvoir se dire on vit comme d'habitude avec le Covid? Le vaccin, c'est pour l'automne. Est-ce qu'il y aura un nouveau vaccin? Est-ce que ce sera avec la grippe? Tous les trois, comment vous voyez vivre avec le Covid dans les mois qui viennent et surtout à l'automne? Alors, moi, très rapidement, pour vous faire partager ma vision très simplifiée de cette pandémie. J'ai 3 périodes. L'année 2020, qui est l'année des confinements et des visions d'une vision de décision de santé publique complexe. L'année 2021, qui est une course de vitesse entre variants et vaccins, et l'arrivée des vaccins, avec l'arrivée de l'innovation. Et une 3e année qui est 2022, c'est Omicron et la suite, et donc vivre avec les variants. Et si on est avec cette vision assez simplifiée, bon déjà, on sait de quoi on parle. Et une fois de plus, ne restons pas uniquement sur la période du début de l'année 2020. Nous sommes à 2 ans et demi de crise, et il va y avoir de nombreux mois avec. Alors, les vaccins qui sont... Enfin, il faut quand même aussi le rappeler, il y a eu, à côté de l'ensemble de ces considérations sociétales, et on sait bien qu'une crise sanitaire n'est pas qu'une crise sanitaire, qu'elle est fondamentalement sociétale, politique, et qui dépasse très largement la vision médicale, mais il y a eu néanmoins une innovation médicale, mais extraordinaire. Extraordinaire. Des vaccins mRNA inattendus par leur efficacité en termes de formes sévères et de formes graves, et surtout la rapidité avec laquelle ils sont arrivés. On est d'accord, mais on s'aperçoit qu'au niveau de contagiosité, Alors, c'était dit au les début limites, d'ailleurs. Mais les limites, voilà. et ça montre Et bien. comment on va vivre avec ces limites? Et C'est la mais question. on va vivre avec ces limites parce qu'il va y avoir de l'innovation. Il ne faut pas rester bloqué à un temps donné. Si dans cette crise et dans les crises en général, vous restez avec votre savoir de juin 2022 pour anticiper ce qui va se passer en décembre 2022 ou en 2023, ça ne colle pas. Alors, qu'est-ce qui ça va se passer innover. Alors, les vaccins actuels ont une efficacité confirmée, sans état d'âme, sur la survenue, sur la protection de formes sévères et de formes graves. Par contre, ils protègent peu contre l'infection et la contagion. Bon, et c'est assez contradictoire dans une certaine mesure, je vous l'admets, hein, et y compris pour les médecins et évidemment pour les citoyens à comprendre ce phénomène. Je crois qu'il vaut mieux le reconnaître simplement. Mais est-ce qu'on aura Donc un nouveau vaccin? On n'a pas le l'automne bon qui vaccin. seront plus Alors on va efficaces? avoir de nouveaux vaccins qui sont fabriqués par les 2 grandes compagnies mRNA qui sont plus souples, entre guillemets, pour la fabrication de nouveaux vaccins, et qui ont comme objectif plutôt, non pas la contagiosité, mais d'être actifs contre des variants qui seraient plus transmissibles, et en particulier contre la série des Omicron. Donc on aura des nouveaux vaccins au mois d'octobre, disponibles. On a les premiers résultats qui existent, à la fois chez Moderna et chez Pfizer, et qui montrent que ces vaccins qui sont des combinaisons du virus initial, plus de la souche Omicron BA1, c'est-à-dire la souche initiale, le premier, montrent qu'il y a une protection qui est accrue contre les Omicron en général, et on vient d'avoir les résultats il y a 3 jours,
contre BA5, c'est-à-dire le variant actuel. Bon. Est-ce que ça veut dire que ces ces variants... Il faut attendre octobre ou pas pour la Alors, quatrième? c'est une autre question. Est-ce que ces vaccins sont suffisants? Non. Ces vaccins auront, et je le dis d'emblée, ils ne protégeront pas bien contre l'infection et contre la transmission. Il faut autre chose, il faut un nouveau mécanisme d'action vaccinale, et en particulier des vaccins à visée muqueuse. Donc il faut vivre différemment, avec des gestes barrières. Alors, sur la situation actuelle, on aura il faut se faire vacciner, je dirais ce qui est en train de se passer avec BA5 pour les personnes les plus âgées et les plus fragiles, aller vers une 4e vaccination. Si vous n'avez pas été contaminé par Omicron durant la période du premier semestre 2022, moi je vais vous donner un exemple, le mien. J'ai été contaminé au mois de début mars, alors que j'avais eu ma 3e vaccination début septembre. Je vais me refaire vacciner dans les jours qui viennent. Je ne peux pas être plus clair. Et pourtant, ce n'est pas ce qui est conseillé. Bon, vu que ça fait plus de 3 mois après Pas du tout. Je serai à plus de 3 mois après l'infection. Donc vous êtes protégé par l'infection. Je ne suis pas bien protégé contre la transmission. Je suis encore en partie protégé, mais encore seulement, puisqu'on vient de voir, et aussi que la protection contre ce variant BA5, c'est pour ça que ça évolue tout le temps, était moins bonne qu'on ne le pensait. Oui, c'est ça, et donc, ça qui est nouveau. Oui. Et donc, l'idée même pour les plus âgés, les plus fragiles, les personnes immunodéprimées, les personnes ayant été traitées pour une transplantation, pour un cancer, d'avoir leur 4e dose là maintenant, oui, je persiste et signe, faites-vous vacciner, je vais le faire. Et professeur Delfrécy, pour la population générale? Non, pour la population générale, la réponse est non, et je comprends très bien... À partir de 60 ans, c'est ça. Et je comprends très bien l'ambiguïté qu'il peut y avoir dans ce message, mais le risque pour la population générale, il est plus faible, et donc attendons pour la population générale de voir ce qui va se passer à la rentrée d'octobre, de septembre-octobre, et avec quel type de vaccin nous vaccinerons population générale. Dernier point sur l'acceptabilité sociale vis-à-vis de la grippe. Non, c'est différent de la grippe. On est quand même à 17 à 18 millions de morts sur les 2 dernières années. Et je vous rappelle qu'y compris en France, on a de moins en moins de morts. On est à 30. Vous savez combien on a de décès depuis la vague Omicron? On est à 33 000 décès depuis fin décembre. C'est beaucoup plus que la grippe. C'est beaucoup plus que la grippe. Donc, mais dans une indifférence totale, à la fois des médecins, des citoyens, des médias, dans une indifférence totale. Tout le monde a envie de ne pas voir ça, et des autorités sanitaires. Monsieur Delfrécy... Donc je pense que c'est le niveau auquel on a à peu près atteint, sans le dire, je le dis ce matin, mais c'est le niveau auquel la population à peu près admet, à partir du moment où elle peut vivre, et sans retentissement majeur. 30 000 morts. 30 000 morts. 30 000. Alors, attendez, donnez les dates, c'est-à-dire Omicron, ça va être 33 000 morts. C'est fin décembre. Micro. Fin décembre, Pascal. Depuis fin décembre 2021 jusqu'à 30 juin 2022, on est en gros autour d'entre 32 000 et 33 000. Dites-moi une précision qui m'importe. Quel est votre chiffre, vous, des morts du Covid en France? Vous savez qu'il y a eu cette petite polémique entre 150, 100 000, on ne sait plus très bien. Non, je ne le mets pas spécialement en France. Je vous ai dit, bien sûr qu'il y a discussion parce qu'il y a décédés du Covid, décédés avec le Covid. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de pays qui sous-déclarent de façon massive, en URSS, au Brésil, en Inde, en Chine aussi, disons-le. Les dernières estimations à la fois de l'OMS et des 2 grandes unités d'épidémiologie américaines qui travaillent sur le sujet, totalement indépendantes, tournent autour entre 15 et 18 millions de décès depuis le début de la pandémie. Sur les difficultés de l'été quand même, et notamment hospitalières que nous voyons bien, surtout ici, nous, l'hôpital va tenir là, avec cette aggravation de cette 7e vague, votre sentiment? Je pense que la situation hospitalière ne date pas, il faut une fois plus de la crise. Non mais est-ce qu'on va tenir? Le variant BA5, compte tenu de l'efficacité des vaccins sur la survenue de formes sévères et formes graves, on commence à voir un impact sur la vision hospitalière en termes d'hospitalisation classique. Mais je vais me mouiller un peu, je pense qu'il n'y aura pas d'impact majeur dans les semaines qui viennent sur le système hospitalier. Mais nous sommes avec un système hospitalier qui est par ailleurs terriblement fragilisé, qui est dans beaucoup d'endroits sur les genoux. Et donc même, je dirais, un delta d'augmentation d'activité
liée au Covid vient se surajouter par rapport à quelque chose de très difficile. Donc, j'ai plutôt une vision assez optimiste grâce au vaccin, de ce qui va se passer avec le BA5 pour l'été. J'ai des points d'interrogation sur la survenue d'un nouveau variant à l'automne. Et on aura un système hospitalier qui va tenir, mais dans des conditions difficiles. Alors, toujours il nous reste 2-3 minutes, sur le vivre avec, pour les jeunes en particulier, parce que vous êtes médecin, mais vous êtes jeune aussi. Est-ce que ces contraintes de vaccins, quand même de gestes barrières, est-ce que vous êtes prêt à les accepter ? Comment s'organiser pour réduire quand même 30 000 morts en 6 mois ? C'est énorme. Le sujet, c'est pas est-ce qu'on est prêt à le faire, évidemment, mais il y a deux sujets, moi je crois, pour les résumer très vite. Le premier, c'est un sujet politique qui n'est pas directement lié à l'épidémie, c'est la prise en charge réelle et forte du système de santé avec ses enjeux. Parce qu'au-delà de la pression réelle, il va y avoir la pression ressentie et les gens qui vont baisser les bras. Donc ça, c'est absolument essentiel. Donc il y a un sujet politique. Et là, la balle est dans le camp des politiques. Le second, c'est de retrouver une vertu cardinale qui est la modération. La modération dans la manière dont on approche les mesures qu'on va prendre. En réalité, c'est le discours de Jean-François c'est le discours de Jean-François Delfrécy. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait accepter c'est typique pour la vaccination, de se vacciner soi-même pour protéger les autres, quand bien même les choses ne sont pas binaires. C'est pour ça que certains disent oui, mais on peut quand même transmettre. Évidemment qu'on peut quand même transmettre. La question est de la même façon, on peut avoir une ceinture de sécurité et quand même avoir un accident mortel. Est-ce que la ceinture de sécurité est inutile ? C'est à peu près ce genre de débat-là. Donc quand je dis la modération, c'est d'essayer d'avoir une juste appréciation, que les choses ne sont pas parfaitement binaires. Peut-être qu'un jour on aura un vaccin efficace 100% sur à peu près tout, j'y crois pas trop. Ben enfin voilà. Donc ça demande d'avoir cette modération dans la manière dont on perçoit l'information. Et la deuxième chose, c'est pour ça que là il y a un optimisme, on parlait de solidarité et d'individualisme, c'est la meilleure opportunité de renforcer cette solidarité en se disant que les gestes qu'on adopte soi-même, quand bien même on est peu concernés, on les adopte pour soi évidemment, mais pour les autres également. Et donc ça, je crois que c'est un élan d'espoir en se disant peut-être que de cette crise qui peut durer encore longtemps, on apprendra de nouvelles manières de se comporter les uns avec les autres, et ça c'est plutôt une belle chose. D'accord. Alors les patients, alors vivre avec toujours sur les mois qui viennent, hein, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment vous voyez ça ? Vivre avec, on verra bien. Moi je pense que plus que... On verra bien, oui. On verra bien comment on va vivre, mais moi je trouve que sur ce déni de démocratie qu'on a eu dans les premiers mois de 2020, je pense que nos gouvernants ont compris qu'effectivement la société civile avait un rôle important à jouer et les structures qui les représentaient. Et si nous n'avons pas fait des médias, certaines associations quand même sont là pour pouvoir porter effectivement notre parole. France Asso Santé est plus là peut-être pour porter des propositions et travailler afin d'améliorer effectivement notre système de santé. Et ce que je peux vous dire, c'est que depuis quelques semaines, quelques mois, on sent bien aujourd'hui une volonté de nos gouvernants de nous associer effectivement à l'ensemble de la préparation des mesures qui vont être prises. Je suis assez prudent, on va attendre encore quelques jours, mais soyez persuadés qu'effectivement, nous faisons partie aujourd'hui des rencontres, des consultations qui sont à l'heure du jour pour essayer de trouver une solution, pour pouvoir mieux informer l'ensemble de nos concitoyens, transformer notre système de santé en profondeur, apporter des solutions d'urgence à l'hôpital pour pouvoir passer ces mois qui nous paraissent difficiles. Je trouve que la leçon qu'il nous faut tirer, c'est qu'effectivement, la société civile a aujourd'hui sa part entière à être un acteur de la refondation de notre système de santé. Vous êtes inquiet de la petite instabilité politique que nous connaissons ? On ne sait pas si la ministre de la Santé va rester. C'est peut-être dû aussi à cette instabilité-là, même si on avait eu quand même des prémices bien avant d'une volonté de refaire participer la société civile, les représentants, que ce soit des usagers, mais aussi d'autres secteurs, à la reconstruction et une réflexion. Ma question était plus précise. Est-ce que l'instabilité, Gérard Raymond, vous avez compris ma question, est-ce que l'instabilité politique que nous connaissons aujourd'hui pourrait être inquiétante, pourrait être inquiétante pour prendre des mesures fortes en matière de santé? Bien sûr, elle est inquiétante, mais on nous assure que la semaine prochaine, l'affaire sera réglée. Donc à la rigueur, profitons de ces jours qui nous restent pour continuer à travailler et arriver avec
de vraies propositions que lorsque Pascal, il faut nos conclure. politiques seront mises en Ouais, place. j'ai quand même- Une heure, ça fait une heure. Comme Faut on tient conclure. Jean-François Delfrécy, je ne peux pas m'empêcher de lui poser quand même cette question, même si c'est différent. C'est la je le sais. dernière. La variole du singe, qu'est-ce qu'il faut en penser? 15 secondes pour répondre. Alors, elle est mise en avant beaucoup parce que, évidemment, les médias très sensibilisés par ce qui s'est passé avec Covid veulent ne pas rater le début d'une éventuelle nouvelle crise, entre guillemets. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. C'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, mais là, c'est une maladie qui était jusqu'à maintenant plutôt des pays du Sud. Quand je dis je n'y crois pas, bien sûr que cette maladie existe, mais je ne crois pas à la gravité et à l'existence d'une pandémie de ce type. Elle touche une population assez particulière quand même, qui est une population, sans montrer du doigt, mais qui est une population plutôt de type homosexuel, Oui, mais enfin, qui est inquiète, qui est inquiète. On est à quelques cent, enfin autour de 200 cas, et on devrait encore augmenter là sur les semaines qui viennent. On a un vaccin qui est disponible, c'est une maladie qui est peu sévère dans 99% des cas, qui est à transmission sexuelle et de contact. Et la seule question qui se pose là maintenant, c'est si on la voit s'étendre un peu plus, non seulement en France mais en Europe et aux États-Unis, est-ce qu'il faudra aller vers une vaccination ciblée d'une population qui est nettement plus à risque? Oui, ça nous a rappelé quand même quelques souvenirs. Et ça nous a rappelé une Oui, série c'est de pour ça souvenirs que, puisque il y a 30 et 40 ans. nous nous interrogions sur Mais juste un mot maladie pour et ne pas société. finir Oui. sur cette pathologie. Pour appuyer ce que disait Gérard Brémond, et le CCNE sort aujourd'hui un communiqué de presse là-dessus, sur la réforme du système de soins, pose un certain nombre d'enjeux éthiques, et en particulier la place du citoyen, la place de l'usager. Et on va tous se retrouver là-dessus, qui est fondamental pour la construction et une vision de la démocratie en santé. Belle conclusion, Jean-François Delfrécy. Pascal, un mot de Oui, alors conclusion. c'est de vous souhaiter à toutes et à tous un bon été. Bel été. Espérons que ça va bien se passer, Vacciné. sur tous les fronts, oui, vaccinés évidemment. Je remercie tout particulièrement celles et ceux avec Philippe. Nous remercions celles et ceux qui font cette émission, cette série d'émissions des contrepoints de la santé. Merci à Odile Pexoto et à BVA qui a fait une très belle étude aujourd'hui. Nous saluons notre camarade Renaud, vous ne l'avez pas vu, Renaud Degas, mais il est avec nous en pensée. Nous remercions évidemment Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel Tay, la veille des acteurs de la santé, LDC, Hortus. Merci à nos chers partenaires, en leur demandant de poursuivre leur engagement avec nous. BVA, groupe Le Pasteur Mutualité, Medtronic, Point Vision. Je salue François Pelaine qui est avec nous et Caire qui est avec nous également. Merci à toutes et à tous. Nous vous souhaitons vraiment un bon été bien protégé. Bel été et à septembre.